Bonjour. Donc, je suis responsable de développement durable de la coopérative Triskalia, dont je vais dire un petit mot tout à l'heure. Et à cette occasion, j'ai piloté le bilan carbone que nous avons réalisé sur l'ensemble du groupe en 2012, donc pour répondre à l'échéance réglementaire donc qui concernait un certain nombre de sociétés du groupe. Alors, Triskalia, c'est une coopérative, c'est un groupe coopératif agroalimentaire et agricole qui comprend 18 000 adhérents, 4 800 salariés au niveau du groupe. En 2013, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous avons à peu près 300 sites commerciaux et industriels. Et nous sommes basés sur toute la Bretagne. Donc, c'est une coopérative agricole qui a 3 grands métiers, l'agriculture, l'agroalimentaire et la distribution. Avec un chiffre d'affaires qui se répartit par production, production animale, production végétale, une partie nutrition animale et une partie distribution. Alors, un petit focus sur les 3 grands métiers. Donc, l'agriculture consiste à conseiller et à apporter des produits et des services à nos adhérents pour leur production végétale et animale. Donc, nous sommes présents sur les principales productions que l'on trouve en Bretagne, que ce soit du végétal ou de l'animal. Et à chaque fois, pour chaque production, nous avons des équipes de techniciens et de commerciaux ou de technico-commerciaux spécialisés pour apporter des conseils et des produits aux adhérents. Donc nous avons aussi un pôle nutrition animale qui fabrique à peu près 25% des fabrications régionales d'aliments du bétail et qui comporte 17 usines, dont 6 qui sont en filiale. Oui, 6 en filiale. Nous avons aussi donc des filiales agroalimentaires, donc l'AUTA qui est donc une filiale de transformation et de commercialisation de produits laitiers, qui est connue pour sa marque Paysan Breton. Ronsard, donc qui est une filiale pour la transformation et la commercialisation de volailles, donc qui est basée en Bretagne et qui a des implantations sur pas mal de régions productrices en France. J'ai l'Agri qui transforme et commercialise aussi des légumes et des produits surgelés. Keltivia qui est spécialisée en légumes frais. Et nous avons des participations dans Socopa Bigard aussi, pour la production porcine et bovine. Au niveau de la distribution, notre marque la plus connue, c'est Magasin Vert.vert. Mais nous avons aussi un certain nombre de magasins qui s'adressent plus aux professionnels, comme Triskalia, Cultiver, Hortalis aussi, donc en fonction des attentes des adhérents. Nous sommes aussi acteurs sur une filiale de référencement, la filiale Magasin Vert.vert qui opère sur toute la France, et nous avons aussi une activité de fuel. Donc voilà quelques enseignes que vous connaissez peut-être, au moins, des enseignes donc, de nos magasins. Et pour terminer la présentation du groupe, nous avons un laboratoire et un pôle de recherche et développement. Donc le laboratoire est accrédité sur les analyses agronomiques, nutritionnelles et de sécurité des aliments. Et puis, il réalise aussi des prestations de services pour tout ce qui est système de management de la qualité, de l'environnement, etc. ou d'autres démarches qualité. Alors, sur le développement durable à Triskalia, je vais parler de 2 choses, c'est de l'AEI et du développement durable. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est l'AEI. L'AEI, c'est de l'agriculture écologiquement intensive. Si on schématise, c'est du développement durable appliqué à la production agricole. En fait, c'est de produire plus, mieux, en innovant, donc c'est moins d'intrants, moins d'impact sur l'environnement, tout en maintenant le potentiel de production des exploitations agricoles. Donc nous, on a, en fait, Triskalia est né en 2010 de la fusion de 3 coopératives qui ont une histoire un peu plus longue, mais la naissance de Triskalia, c'est 2010. Donc en 2010, nous avons lancé les démarches de développement durable et agriculture écologiquement intensive dans la foulée pour l'ensemble du groupe et aussi pour l'amont agricole.
Nous avons mis en place les premières actions, les premiers indicateurs courant 2011-2012, pareil pour l'agriculture écologiquement intensive. Et en 2013, nous avons mis toutes ces démarches-là sous une étiquette qui s'appelle Planète Positive, qui regroupe donc l'AEI et le développement durable de Triskalia. Donc pour nous, c'est une identité qui permet de communiquer en fait sur nos démarches, de rendre cela un peu plus visible pour les adhérents, mais aussi pour les salariés, puisqu'on se rend assez compte, quand on parle de développement durable, on voit bien, on va parler de papier, de déchets, des choses assez évidentes dont tout le monde parle, que ce soit dans les collectivités ou au niveau des particuliers. Mais après, on a un peu de mal à identifier des choses qui paraissent moins évidentes quand on parle de social, quand on parle de social, d'économique pure, de conditions de travail. Donc l'idée de ce label-là, c'est justement de rendre tout cela un peu plus visible. Donc dans la foulée de cette démarche développement durable, donc on s'est engagé en 2012 dans une démarche bilan carbone. Je vous l'ai dit, c'était aussi en 2012, c'était l'année où il fallait aussi le faire au niveau réglementaire, mais ce n'était pas que pour ça. D'abord, j'y reviendrai en conclusion, mais pour moi c'est un outil de développement durable. Ensuite, dès qu'on parle de carbone, il y a tout de suite une connotation d'économie, puisqu'on est sur de l'énergie, des déchets, des choses comme ça. Donc évidemment, il y a des impacts économiques. On avait une opportunité aussi avec une opération collective menée par l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. On sait aussi que nous sommes des métiers très dépendants par rapport aux énergies fossiles, donc il était important de cibler cette dépendance-là et de la maîtriser. Pareil par rapport à la fiscalité environnementale dont on entend parler et que l'on voit apparaître de plus en plus. Et puis on avait aussi besoin de développer nos compétences dans ces domaines. Donc il y avait aussi des facteurs externes. L'augmentation, je vous ai dit, on est vulnérable par rapport aux énergies fossiles et on subit régulièrement l'augmentation du prix des énergies et du transport. On a aussi des clients qui sont soit des industriels, soit des distributeurs qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Et puis, donc je vous ai parlé, la contrainte réglementaire qui rajoutait une couche. Alors là, j'ai fait un petit focus sur les impacts carbone que l'on peut retrouver dans nos métiers. Donc au niveau de la production agricole, on l'a évidemment dans les intrants qui servent à produire les productions agricoles, donc tout ce qui est mécanisation, les tracteurs, les salles de traite, etc. Le froid que l'on retrouve aussi dans les élevages, ou le chauffage à l'inverse. Le déplacement des salariés, mais là on est un peu moins touché. Tout ce qui est séchage et process de production d'aliments, puisque par exemple, on collecte des céréales que l'on sèche avec des séchoirs souvent en gaz, donc ça a un fort impact carbone. Et puis tout ce qui est fret, vous le verrez tout à l'heure, ça a un impact très important en matière de production agricole. Il faut savoir que pour produire, par exemple, du lait qui sort d'une exploitation, ou un porc qui sort d'une exploitation, il y aura eu, je ne sais plus combien, mais un certain nombre de camions qui seront rentrés et un certain nombre d'échanges entre l'exploitation et ses fournisseurs. Donc sur l'exploitation agricole, on retrouve comme grand poste d'émissions de gaz à effet de serre, les combustibles, l'électricité qui n'est pas forcément un très grand poste d'émissions de gaz à effet de serre, du moins pour le moment en France, et puis les fluides froids. En transformation, là on va retrouver les matières premières agricoles qui sont en fait le gros impact de nos bilans carbone. Et quand on enlève ce gros impact des intrants agricoles, on retrouve la cuisson, la conservation, les déplacements des salariés, les livraisons et les expéditions, les emballages, les process de transformation. Donc du classique, comme pour toute industrie, avec les combustibles, l'électricité, les fluides froids et les intrants. Et pour la distribution, l'impact majeur de la distribution dans nos magasins, c'est le déplacement des clients. Ça a d'ailleurs pesé énormément sur le bilan carbone général du groupe.
Donc c'est vraiment le gros impact. Bon, évidemment qui a été estimé puisque on n'a pas demandé à tous nos clients de nous dire combien de kilomètres ils faisaient pour venir chez nous. C'est une grosse estimation, mais c'est aussi un gros impact. Donc le déplacement des salariés ensuite, puisqu'il y a quand même pas mal de monde dans les magasins, les livraisons, le chauffage, l'éclairage des magasins. Donc voilà, ça c'est pour montrer un peu le périmètre, pour montrer un peu les activités. Au niveau du périmètre, justement, donc je vous ai parlé du réglementaire, mais on a décidé d'aller au-delà du réglementaire en 2012. Donc on a fait un bilan complet sur l'ensemble du groupe, y compris les filiales qui n'étaient pas soumises à l'obligation, donc qui étaient à moins de 500 salariés. Et puis sur l'ensemble des scopes du bilan carbone, donc on est allé jusqu'à la troisième, jusqu'à la scope 3. Donc pour cela, nous avions un pilote par filiale, parce que vous avez vu la taille du groupe, c'est quand même c'est pas forcément toujours très simple, donc on a essayé de mettre en place un système de pilote par filiale et par activité, et on l'a fait en moins d'1 an. Voilà, on avait aussi, je vous ai parlé de Capinov, donc qui est notre laboratoire tout à l'heure, qui ont aussi des compétences en matière de qualité, sécurité, environnement, donc qui nous ont aussi appuyé sur cette démarche. Alors la première étape, c'était de la sensibilisation. L'objectif, c'est de faire adhérer le maximum de personnes. Et puis bien présenter les enjeux en fait du bilan carbone, puisqu'il peut y avoir quelques convaincus au départ, et l'objectif c'est justement de convaincre le maximum de personnes. Donc ça a été une demi-journée de formation, enfin de sensibilisation plutôt, d'abord au siège et ensuite par filiale, donc avec à la fois le comité exécutif et puis tous ceux qui pourraient intervenir plus tard dans la démarche. Voilà. Dans la définition du périmètre, alors là c'est quelque chose de très important, ce qui doit se faire en amont avant la collecte des données. L'objectif c'est de regarder déjà quelles sont les personnes ressources, est-ce que les données sont accessibles, est-ce que ça va, enfin déjà essayer d'évaluer ce qui va être simple ou ce qui ne le sera pas, et puis cadrer l'étude. Et dans un groupe comme le nôtre, on a aussi tout de suite travaillé sur la manière d'éviter les doublons, puisque le principe ça a été de segmenter chaque activité en sorte de boîte en fait, comme ça chaque activité a pu avoir son bilan carbone à elle, avec son impact, même si l'impact est minime par rapport à une filiale par exemple qui va avoir un fort impact, et d'avoir un bilan carbone par activité. Mais ce qui fait que cette segmentation pose des problèmes de doublons, puisqu'on peut avoir une activité aliment du bétail qui achète des céréales à l'activité vente de céréales. Donc à un moment donné, on aura des céréales qui risquent d'être comptées 2 fois. Pareil pour le transport, où on a des transports un peu dans tous les sens. Donc on a essayé on a compté tous ces impacts, mais ensuite on a posé des règles pour éviter les doublons. On a aussi dû faire quelques exclusions, certaines filiales, notamment nutrition animale, qui étaient plus petites au niveau des activités, où il était plus compliqué de lancer la démarche, donc on s'est dit que l'on garderait ça pour plus tard. Et puis on a mis en place aussi un certain nombre de sites pilotes qui permettaient de valider un certain nombre de choses pour ensuite les déployer avec l'aide des pilotes sur tous les sites. On a aussi fait un échantillonnage. Je vous ai dit qu'on avait 300 sites commerciaux et industriels. Dans ces 300 sites, on a à peu près 200, il y avait le chiffre tout à l'heure, 210 ou 240 magasins. On n'a évidemment pas fait de bilan carbone de chaque magasin. On a fait un échantillonnage par magasin. On a récupéré tout ce que l'on pouvait récupérer en réel, comme les consommations d'électricité, de gaz, etc. Et ensuite, sur un certain nombre de choses, on a fait des règles d'échantillonnage, comme les déplacements des visiteurs, par exemple, où on a regardé ce qui se passait sur quelques magasins et on a extrapolé sur les autres. Le but, de toute façon, n'est pas d'avoir une comptabilité au kilo près, mais c'est vraiment d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'entreprise.
Ensuite, la collecte des données, c'est un travail un peu fastidieux, mais parfois intéressant. Donc, il faut identifier, je vous l'ai dit, les personnes ressources. Il faut regarder aussi quels sont les fournisseurs, leur demander des éléments. Alors, certains étaient assez avancés sur le sujet et pouvaient nous donner tout de suite pas mal d'éléments. D'autres, c'était un peu plus compliqué. Et puis, il a aussi fallu regarder un peu au niveau bibliographique pour certaines valeurs, etc. Et puis, cibler nos efforts, oui, sur les postes essentiels, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on pourrait passer des heures sur un petit point qui finalement a peu d'impact. Donc, il faut savoir s'arrêter. Donc au niveau de la méthode, c'était de la présentation au manager, la validation des tableaux de bord, oui, évidemment, utiliser au maximum les données déjà existantes. Et puis l'important dans cette étape-là, c'est aussi la rigueur, le suivi. Et puis il faut savoir que dans toute entreprise, mais je pense que toute personne qui a fait son bilan carbone a connu ça, on arrive toujours en plus de l'activité habituelle à faire. Donc la disponibilité des personnes est parfois compliquée, et puis c'est du travail supplémentaire, des extractions, etc. Donc ça demande quand même pas mal de relance, et puis tenir compte de la saisonnalité des activités. Après toutes ces étapes, donc on a pu sortir un bilan carbone global et par activité, regarder quelles étaient les incertitudes, et puis surtout enregistrer tout ce qui avait été fait comme arbitrage et comme arbitrage, comme règle de calcul. Et donc à partir de là, nous avons pu commencer à parler des plans d'action. Donc la méthode, ça a été déjà avec notre consultant en deuxième qui nous a accompagnés sur cette démarche de commencer à préparer les réunions par la consolidation, les premières pistes, globalement regarder comment on allait pouvoir animer des réunions de brainstorming. Ensuite, on a fait des brainstorming avec chaque par type d'activité en fait. Et l'intérêt, c'est d'avoir découpé toutes nos actions par grands postes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des activités qui avaient très peu d'impact par rapport à d'autres qui en avaient beaucoup. Le fait de faire un découpage par poste et d'impliquer tout le monde fait que même une activité qui a peu d'impact, qui peut se dire, moi, à la rigueur, si je fais quelque chose, ça ne change rien sur le groupe, peut se sentir concerné. Et puis peut se sentir concerné quand on va commencer à parler d'augmentation de coûts et des choses comme ça. Évidemment, tout le monde n'est pas aussi intéressé par ces enjeux-là, et donc parfois au niveau de l'animation, il faut motiver les gens. Et c'est vrai que souvent l'économique aide beaucoup. Quand on parle d'augmentation de prix de l'énergie, tout de suite ça parle. Parce que c'est aussi la préoccupation quotidienne de tous les managers. Donc à partir des brainstorming que l'on a fait, on a eu de nombreuses pistes d'action. On aurait pu en avoir plus, mais on en a eu déjà un certain nombre. Et ensuite, la difficulté, c'est de se lancer ces actions et de les suivre. Donc déjà, on a essayé de les prioriser par rapport à l'impact. C'était un peu ce dont a parlé Fanny tout à l'heure. L'impact, la facilité de mise en œuvre, et ensuite de regarder évidemment, il y a des choses que l'on peut faire à court terme, à moyen terme, et il y a d'autres qui sont plus des réflexions pour l'avenir. Je vous ai parlé du déplacement des visiteurs par exemple, dans nos magasins. C'est vrai que quand on présente cela à la branche distribution, ça n'a aucun impact économique direct sur leur activité. Ils ne vont jamais payer le gasoil des visiteurs qui viennent dans les magasins. Sauf que si un jour les visiteurs décident de moins venir dans les magasins parce que justement le gasoil coûte trop cher, ou de venir moins fréquemment, ça peut avoir un impact sur la stratégie en termes de panier moyen, en termes de réflexion sur la façon de communiquer avec les visiteurs. Donc là, on est plus sur des réflexions à long terme, en fait, ou à moyen terme, mais c'est intéressant aussi de se poser ces questions, surtout qu'on se les pose en général pas très souvent dans nos métiers.
disons que la stratégie carbone et la réflexion autour du carbone, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et donc, on se posait beaucoup de questions sur l'énergie, on se posait beaucoup de questions sur tous les impacts économiques ou environnementaux directs, mais pas forcément sur les impacts du scope 3 et de ces, comme les visiteurs, les fournisseurs, etc. Donc l'intérêt de prioriser aussi, c'est de pouvoir, donc, outre la réflexion et de se dire, bon voilà, là on garde ça en tête et on lancera ces actions à plus long terme ou ces réflexions. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir lancer des actions visibles assez rapidement pour montrer que après le bilan carbone, il se passe quelque chose. C'est un intérêt, mais c'est aussi un peu la difficulté parce que c'est vrai qu'il faut entretenir la sauce quelque part et continuer à en parler et à pousser pour ces actions-là. Voilà. Autre intérêt du bilan carbone et des plans d'action, alors c'est aussi un intérêt et une difficulté, c'est la transversalité, hein, on l'a dit tout à l'heure. On a énormément d'actions qui concernent plusieurs métiers, qui concernent ou qui peuvent toucher plusieurs activités. Donc le bilan carbone, c'est un outil de transversalité, mais en cela, ça peut être compliqué aussi parce que ça demande plus d'énergie, plus de mobilisation pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées à communiquer. Mais c'est un outil aussi de progrès en interne. Donc je vous ai dit qu'on l'avait fait en un an. Voilà le calendrier. Globalement, donc la réunion de lancement a eu lieu en février et les restitutions et les brainstorming ont eu lieu en novembre pour une publication le 21 décembre, je crois. 10 jours avant l'échéance. Et nous avons publié sur notre site les scopes 1 et 2 uniquement. Là. Voilà pour le calendrier. Et voilà donc la publication sur le périmètre réglementaire. Donc, sinon de tête, hein, si on regarde les 3 scopes, la plus grosse source d'émissions au niveau du groupe, c'est le fret. Nous sommes en fait une entreprise de transport, on l'a appris comme ça. Ensuite, l'énergie. Puisque je vous parlais des usines, du séchage, tout ce qui était nutrition animale, usines agroalimentaires. Et puis ensuite les déplacements avec l'impact étonnant, mais l'impact des visiteurs qui justement avaient une grande place dans notre bilan carbone. Voilà. Et au niveau des intérêts, un petit rappel d'un schéma. On est parti quelque part sur une gestion de risque par rapport au réglementaire, aux financiers, au fait qu'on pouvait avoir des demandes de nos clients, donc des problématiques en termes d'image. Et puis, l'idée, c'est d'utiliser, enfin moi c'est toujours un peu mon principe, hein, même quand on a des contraintes, c'est d'essayer d'en faire des opportunités derrière et de pouvoir justement trouver quelque chose d'utile à une demande soit réglementaire, soit de nos clients. Et pour conclure, je pense que c'est la dernière, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure en introduction, hein, on est donc sur de la sensibilisation, on a créé de nouvelles compétences et de nouvelles réflexions au sein de l'entreprise. Ça nous permet d'anticiper un peu plus sur certains sujets, d'avoir des plans d'action à moyen terme, et puis de s'ouvrir sur d'autres dossiers, hein, de compensation carbone, de crédit carbone, etc. Et puis pour moi, donc c'est vraiment un outil de développement durable, puisque on l'a bien vu dans les plans d'action, on va toucher évidemment à l'environnement, hein, dès qu'on va parler de déchets, de déplacements, etc. Mais aussi au social, hein, puisque une des premières actions, alors c'est pareil, ça fait partie des actions qui n'auront pas forcément un impact mesurable très rapide, comme le covoiturage, les choses comme ça. Ça fait partie des actions qui ont un impact positif au niveau social, et puis économique évidemment. Voilà, merci.